Deux chiffres se heurtent, richesse immense, pauvreté tenace, système verrouillé depuis longtemps, quand trois États sahéliens annoncent, en avril 2025, une ligne à grande vitesse financée uniquement par leurs ressources, sans dons, sans prêts, sans tutelle, le rail cesse d'être un simple chantier et devient un test politique. Relier des capitales enclavées, sécuriser des territoires et déplacer l'économie de l'extraction vers la connexion intérieure pour ceux qui vivent au Sahel et regardent l'équilibre bouger. Et si Ibrahim Traoré a raison, qu'est-ce que cela change vraiment ? La réponse commence avant l'achèvement complet. Ce récit avance avec une promesse claire. Montrer comment une infrastructure peut devenir un levier de souveraineté concrète, sans idéologie ni embellissement. Le bénéfice pour le spectateur est de comprendre les mécanismes réels d'une autonomie durable. L'enjeu dépasse largement un chantier ferroviaire. Il touche à la capacité de décider sans filtre extérieur, dans une région où les choix économiques ont longtemps été façonnés par des circuits lointains. Observer ce projet, c'est donc observer une tentative de déplacement des marges de manœuvre, qui finance, qui priorise, qui contrôle le calendrier et les usages. Pour le Burkina Faso, souvent cité dans l'actualité sahélienne, la question n'est pas seulement technique, elle est stratégique. Si un corridor pensé pour connecter plutôt que pour extraire fonctionne, il modifie la lecture même du développement. Des dirigeants comme Ibrahim Traoré s'inscrivent dans ce moment charnière où chaque décision devient un signal envoyé autant aux populations locales qu'aux partenaires extérieurs. Ce qui se joue ici, c'est la possibilité d'un précédent. Un précédent que beaucoup observent attentivement. Avril 2025 marque une rupture nette. 3 pays sahéliens annoncent une ligne ferroviaire à grande vitesse, financée exclusivement par leurs propres ressources. Aucun prêt du FMI, aucune contribution de la Banque mondiale, aucune conférence internationale pour en fixer les conditions. Ce choix, en apparence technique, agit comme un révélateur. Pendant des décennies, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont évolué dans un cadre économique fragile, caractérisé par l'enclavement géographique, la dépendance aux corridors extérieurs et des infrastructures pensées d'abord pour l'exportation. Les routes et rails existants servaient surtout à acheminer minerais et matières premières vers des ports lointains au bénéfice de partenaires extérieurs. La logique dominante était celle de l'extraction, non celle de la construction interne. Dans ce contexte, l'annonce d'un projet ferroviaire autofinancé déplace le cadre de lecture. Elle suggère que la contrainte principale n'était pas seulement financière, mais structurelle, qui décide de l'usage des ressources et dans quel but. Des figures politiques, comme Ibrahim Traoré, inscrivent cette initiative dans un débat ancien opposant deux visions du développement. D'un côté, l'idée que les prêts conditionnés sont un passage obligé pour toute infrastructure majeure. De l'autre, la conviction qu'ils entretiennent une dépendance durable limitant l'autonomie stratégique. Le rail devient alors un symbole opératoire. Il ne s'agit plus seulement de relier des points sur une carte, mais de reconnecter des capitales enclavées, de rapprocher les marchés intérieurs et de stabiliser des zones longtemps fragmentées par l'insécurité. Le récit insiste sur cette bascule. L'infrastructure est conçue pour connecter des territoires entre eux et non pour les brancher prioritairement sur l'extérieur. Ce mini-révélateur éclaire la suite du récit. Si 3 États enclavés parviennent à financer et coordonner un système entier sans tutelle, la question n'est plus de savoir si c'est possible, mais ce que cela change réellement dans l'équilibre régional. Le projet ferroviaire prend une forme concrète lorsqu'on l'observe à hauteur d'acteur ordinaire, bien avant son achèvement complet. Le récit propose une figure collective comme fil conducteur. Les habitants du Sahel, longtemps éloignés des décisions économiques majeures prises hors de leur territoire. Leur expérience permet de saisir les premiers effets du corridor, là où les indicateurs macroéconomiques restent encore incomplets. Un premier micro-cas apparaît en périphérie de Niamey. Des producteurs agroalimentaires, habitués à voir une partie de leur récolte se détériorer pendant des trajets longs et incertains, constatent une amélioration dès l'ouverture des premiers tronçons. Les temps d'acheminement vers les centres urbains diminuent et certaines pertes cessent simplement d'exister. Même sans données chiffrées exhaustives,
Ce changement est perçu localement comme un signal fort. La région peut commencer à fonctionner sur ses propres bases logistiques. Un second microcas se dessine à Ouagadougou. De jeunes commerçants, jusque-là dépendants de routes traversant des zones instables, observent que les flux interurbains deviennent plus prévisibles lorsque les nouvelles gares et plateformes de fret s'organisent autour du corridor. Cette régularité transforme leur capacité à planifier. Ils peuvent maintenir des stocks, envisager des investissements modestes et réduire l'incertitude quotidienne qui freinait toute projection. Dans le débat public, des responsables politiques, dont Ibrahim Traoré, s'appuient sur ces signaux concrets pour illustrer une idée simple. Une autonomie financée localement peut produire des effets tangibles, même à petite échelle. Ces impacts précoces restent partiels et fragiles. Ils ne constituent pas encore une transformation structurelle, mais ils jouent un rôle décisif. Ils rendent visible une autre trajectoire possible. Lorsque des acteurs ordinaires modifient leurs pratiques, l'infrastructure cesse d'être abstraite. L'essentiel est immédiat. La souveraineté commence dans les usages quotidiens. Avant avril 2025, l'infrastructure régionale obéissait à un réflexe ancien, acheminé vers l'extérieur. Les routes, lorsqu'elles existaient, servaient surtout à faire sortir minerais et matières premières vers des ports éloignés. La logique dominante privilégiait l'extraction, rarement la cohésion interne. Puis survient un basculement explicite. 3 États sahéliens annoncent une ligne ferroviaire à grande vitesse, pensée d'abord pour relier leur capitale enclavée et structurer la circulation intérieure. Ce changement de priorité marque un avant et un après clair. Le déclencheur est volontairement sobre. Une déclaration commune sans mise en scène internationale. Le projet est présenté comme un fait, non comme une demande. Le principe de financement est posé d'emblée. Ressources nationales mobilisées et création d'une banque d'investissement régionale destinée à sécuriser la décision dans le temps. Aucun don, aucun prêt, aucune tutelle extérieure. L'absence de partenaires financiers internationaux visibles devient elle-même un message. Elle signifie que le calendrier, les choix techniques et les usages futurs seront décidés localement. L'activation suit rapidement. Les équipes techniques commencent par identifier les tracés possibles. Elles analysent les zones agricoles, les bassins miniers, les pôles industriels émergents. Chaque corridor est évalué selon son utilité régionale plutôt que selon sa capacité à alimenter des flux d'exportation. Les itinéraires hérités des anciennes routes, historiquement orientées vers l'extérieur, sont mis à distance. Cette étape marque une rupture doctrinale. L'intégration interne prime désormais sur la sortie des ressources. La montée en puissance repose ensuite sur la coordination. Standardiser devient une nécessité, car un corridor fragmenté perd sa valeur stratégique. Harmoniser les normes techniques, la signalisation et les procédures de maintenance s'imposent pour éviter que chaque segment ne fonctionne en silo. À Ouagadougou, Bamako et Niamey, des réunions successives redessinent les nœuds logistiques. Des gares de fret sont intégrées dès la conception. Des systèmes de signalisation numérique sont prévus pour fluidifier les flux. Des brigades d'ingénieurs circulent entre capitales afin de réduire les écarts structurels. Dans les discours publics, Ibrahim Traoré insiste sur une idée constante. Un réseau cohérent vaut plus que des infrastructures performantes mais isolées. Le point d'inflexion n'est pas une inauguration symbolique. Il survient lorsque les premiers tronçons connectent réellement les bassins de production aux zones urbaines. Le changement est progressif, mais lisible. Les producteurs agricoles commencent à observer une diminution des pertes post-récolte, mentionnées dans le récit comme un obstacle majeur au développement local. Les commerçants constatent que les trajets deviennent plus réguliers, la planification redevient possible, les stocks cessent d'être un pari permanent. Même sans volume massif, la perception du coût du transport évolue car la prévisibilité pèse autant que la vitesse. Les répliques se déploient rapidement. Les marchés urbains augmentent leur capacité d'absorption, les petites entreprises accèdent plus facilement à des débouchés régionaux. Les industries émergentes stabilisent leur chaîne d'approvisionnement. Parallèlement, la gouvernance financière se durcit. La banque d'investissement régionale est présentée comme un verrou destiné à empêcher tout retour aux circuits anciens, dépendants de conditions extérieures.
Ibrahim Traoré et les autres dirigeants sahéliens décrivent cet outil comme un bouclier institutionnel garant du contrôle du calendrier et des priorités. À ce stade, le projet cesse d'être une intention politique. Il devient une mécanique opérationnelle. Et derrière chaque jalon, une question s'impose avec insistance. Qui contrôle réellement la mobilité régionale lorsque l'infrastructure n'est plus conçue pour extraire, mais pour connecter ? Le point de départ est celui d'une dépendance logistique chronique. Pendant des décennies, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont fonctionné avec des infrastructures fragmentées, tournées vers l'extérieur et soumises à des délais imprévisibles. Les flux internes étaient lents, coûteux et vulnérables aux aléas sécuritaires. Dans ce cadre, la mobilité régionale constituait un facteur de fragilité structurelle plutôt qu'un levier de développement. Le premier repère mesurable fourni par la source est temporel. Avril 2025 marque officiellement le lancement commun du projet ferroviaire autofinancé par 3 États sahéliens. Cette date ne sert pas seulement de point d'annonce. Elle fixe un seuil analytique clair. Avant, les grandes infrastructures dépendaient presque systématiquement de bailleurs extérieurs et de procédures longues. Après, les gouvernements affirment leur capacité à décider et à coordonner sans intermédiaire. Le changement ici est institutionnel. La suppression des délais liés aux négociations internationales accélère la mise en œuvre et resserre le contrôle politique sur le calendrier. Le deuxième indicateur quantifiable concerne l'échelle collective du projet. Le récit insiste sur la formation d'un trio étatique, Burkina Faso, Mali, Niger, agissant comme un acteur unique. 3 capitales reliées par un corridor commun constituent une masse critique inédite dans une région historiquement morcelée. Le point de départ était celui d'États enclavés, opérant en parallèle, souvent en concurrence logistique. L'écart tient dans la coordination. L'alignement des priorités techniques et économiques crée un socle régional qui n'existait pas auparavant. Cette configuration réduit la fragmentation des marchés intérieurs et augmente la cohérence territoriale. Le troisième repère, plus qualitatif mais directement lié à une métrique économique, concerne les pertes agricoles. Le récit indique que, dès l'ouverture des premiers tronçons, une partie des récoltes cesse de se perdre en route vers les centres urbains. Aucun pourcentage précis n'est fourni. Toutefois, la comparaison reste valide. Le point de départ correspond à des chaînes d'acheminement longues et irrégulières, où la détérioration des produits était considérée comme inévitable. Le changement apparaît lorsque la rapidité et surtout la prévisibilité du transport améliore la condition des marchandises à l'arrivée. Cette réduction des pertes modifie la valeur économique effective des récoltes sans augmenter la production. Ces 3 repères, date, échelle collective, efficacité logistique, permettent un raisonnement structuré sans extrapolation. Le passage d'une logique d'extraction à une logique de connexion interne transforme plusieurs paramètres fondamentaux. Les coûts de transport, même non chiffrés, suivent une tendance de baisse relative lorsque les trajets deviennent plus directs et moins aléatoires. Les délais se stabilisent. La planification redevient possible pour les producteurs et les commerçants. Les marchés intérieurs gagnent en fluidité, car l'offre devient plus régulière. Sur le plan institutionnel, la création d'une banque d'investissement régionale agit comme un accélérateur de ce changement. En centralisant le financement et la gouvernance, elle empêche le retour aux mécanismes anciens fondés sur des prêts conditionnés. La source décrit cet outil comme un verrou stratégique. Il garantit que les décisions restent alignées sur les priorités internes et que la trajectoire du projet ne soit pas redirigée par des exigences extérieures. Dans les prises de parole publiques, Ibrahim Traoré relie explicitement ces indicateurs à une lecture plus large de la souveraineté. Le contrôle des flux, des délais et des ressources devient une variable politique centrale. La preuve quantitative, même limitée, soutient cette affirmation. Lorsqu'un territoire maîtrise sa mobilité, il réduit mécaniquement sa vulnérabilité économique. Ainsi, sans recourir à des projections absentes de la source, l'analyse montre un changement clair. Le projet ferroviaire modifie déjà des métriques clés: coordination,
perte, délai, autonomie décisionnelle. Ces changements restent progressifs, mais ils sont observables. Ils suffisent à établir que l'infrastructure n'est plus seulement une promesse, mais un facteur mesurable de transformation régionale. Un premier argument, solidement établi, affirme qu'aucune infrastructure d'envergure ne peut aboutir sans capitaux extérieurs. Selon cette lecture, les États enclavés du Sahel auraient besoin de garanties financières internationales, de cadres techniques éprouvés et d'un encadrement institutionnel fourni par des acteurs comme le FMI ou la Banque mondiale. Ces circuits offriraient une sécurité perçue comme indispensable. Ils réduiraient les risques de dérive budgétaire, assureraient la continuité des chantiers et protégeraient les projets des chocs politiques. Dans cette logique, se passer de bailleurs extérieurs équivaudrait à augmenter l'incertitude et à fragiliser la viabilité à long terme. Un second argument, tout aussi cohérent, soutient l'inverse. Il insiste sur les effets pervers d'une dépendance prolongée aux prêts conditionnés. Les clauses associées peuvent orienter les politiques publiques, ralentir les décisions souveraines et maintenir les pays dans un cycle de vulnérabilité structurelle. Le récit évoque explicitement cette critique. L'aide internationale est parfois décrite comme un mécanisme qui entretient la pauvreté plutôt qu'il ne la résout. Selon cette lecture, l'enjeu n'est pas seulement financier, mais politique. Contrôler le financement, c'est contrôler les priorités, le calendrier et les usages futurs de l'infrastructure. La réponse issue du projet sahélien s'appuie sur des faits précis mentionnés dans la source. Le choix de financer un corridor ferroviaire sans contribution de la Banque mondiale ni du FMI n'est pas présenté comme un geste idéologique, mais comme une décision structurelle. La création d'une banque d'investissement régionale détenue et gouvernée localement constitue un contre-argument institutionnel fort. Elle remplace les circuits traditionnels sans les imiter, en sécurisant le financement tout en évitant les conditions extérieures. Le récit montre que cette structure fonctionne déjà comme un outil de coordination en accélérant les décisions et en alignant les chantiers sur les besoins régionaux. Dans ce cadre, les risques ne disparaissent pas, ils sont déplacés et assumés. Mais la trajectoire observée démontre qu'un modèle autonome peut fonctionner lorsque la gouvernance financière et politique est conçue dès l'origine pour rester interne. Les éléments disponibles suggèrent ainsi que la question n'est plus de savoir si l'aide extérieure est indispensable, mais dans quelles conditions un projet peut s'en affranchir sans perdre en cohérence. Le rail redessine le pouvoir. Cette phrase courte marque un pivot du récit. Jusqu'ici, le projet pouvait être lu comme une réponse économique à l'enclavement. À ce stade, il apparaît comme un instrument de recomposition territoriale. Le récit indique que le tracé traverse des zones agricoles, minières et industrielles stratégiques, souvent affectées par l'instabilité. Ce choix transforme l'infrastructure en outil de présence étatique continue. Chaque gare, chaque segment opérationnel, chaque centre de maintenance modifie l'équilibre local entre fragmentation et contrôle. La bascule tient à une idée simple. Quand la mobilité cesse d'être précaire, l'autorité cesse d'être intermittente. Le rail n'organise plus seulement la circulation des biens, il structure l'espace politique. Dans des territoires où l'État peinait à maintenir une action durable, l'infrastructure crée des points fixes, des routines, des flux réguliers. La souveraineté devient visible, non par le discours, mais par l'usage. C'est ici que la lecture portée par Ibrahim Traoré prend toute sa cohérence. Dans ses interventions, la reconstruction logistique est présentée comme indissociable de la reconstruction politique. Contrôler les déplacements, c'est réduire les zones grises où s'installe l'insécurité et l'économie informelle. Le projet ferroviaire agit alors comme un levier indirect de stabilisation, sans être conçu comme un dispositif militaire. Ce changement de focale modifie la question centrale. Il ne s'agit plus seulement de savoir comment financer une infrastructure, mais ce que cette infrastructure permet de reprendre du territoire, du temps et une capacité d'agir continue. À partir de ce point, les conséquences deviennent plus lisibles. Pour les États, le premier effet est institutionnel. La connexion de 3 capitales par un corridor commun modifie la manière dont l'autorité publique s'exerce sur le territoire. Là où l'action de l'État était fragmentée, les gares, les équipes techniques et les centres de signalisation créent un maillage continu.
Le récit souligne que ces zones étaient parfois marquées par l'instabilité ou une présence étatique intermittente. L'infrastructure devient alors un outil de continuité administrative. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré insiste sur un point central. Contrôler la mobilité, c'est élargir l'horizon de décision politique. Pour les entreprises locales, l'impact est d'abord logistique, puis stratégique. La régularité des flux réduit la dépendance aux routes aléatoires et aux délais imprévisibles. Les petites structures commerciales et manufacturières gagnent en capacité de planification. Elles peuvent ajuster leurs stocks, sécuriser leurs approvisionnements et envisager des investissements modestes mais durables. Le récit évoque une fluidité accrue entre les capitales, signe que les marchés intérieurs commencent à fonctionner de manière plus cohérente. Ce changement ne repose pas sur des volumes massifs, mais sur la stabilité des trajectoires. Pour les agriculteurs et les jeunes générations, les effets sont plus directs et immédiatement perceptibles. La réduction des pertes agricoles, mentionnée sans pourcentage précis dans la source, agit comme un signal économique fort. Lorsque les récoltes arrivent en meilleur état sur les marchés urbains, la valeur du travail agricole augmente mécaniquement. Pour les jeunes, le projet joue aussi un rôle symbolique. Les centres de formation et les activités prévues autour du corridor ouvrent une perspective nouvelle, celle d'un avenir économique construit localement sans dépendre entièrement de ressources extérieures. À l'échelle régionale et continentale, enfin, le projet prend une dimension démonstrative. Le récit indique que d'autres pays africains observent cette expérience avec attention. Le rail devient un prototype politique autant qu'économique. Il montre qu'un projet stratégique peut être conçu, financé et gouverné localement. L'effet dépasse le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il alimente les débats sur l'autonomie, l'intégration régionale et la capacité du continent à définir ses propres modèles. Ces conséquences ne sont pas uniformes ni immédiates. Elles s'installent progressivement, mais ensemble elles répondent à la question ouverte plus tôt. Ce qui change, ce sont les usages, les attentes et la perception du possible. Dans un scénario central, la trajectoire suit une consolidation progressive. Les trois États poursuivent l'alignement technique et logistique du corridor ferroviaire sans rupture majeure. Les tronçons déjà opérationnels améliorent la circulation interne, mais sans produire encore une transformation totale des économies nationales. La Banque d'investissement régionale stabilise son rôle et accélère certains chantiers ciblés en priorisant les segments à forte utilité agricole et commerciale. Les marchés urbains gagnent en régularité, les producteurs sécurisent leurs flux et les entreprises locales intègrent progressivement le rail dans leur stratégie. L'effet dominant est la normalisation. L'infrastructure devient familière et cette familiarité modifie les comportements sans bouleversement spectaculaire. Un scénario plus favorable repose sur une dynamique d'accélération. Si les conditions de sécurité se maintiennent le long des tracés, le projet peut franchir un palier supplémentaire. Les gares intermédiaires se transforment en pôles d'activité, attirant formation technique, services logistiques et petites industries. L'autofinancement, observé de près par d'autres pays africains selon le récit, gagne en crédibilité politique. Le corridor ne se contente plus de relier des capitales, il structure un espace économique élargi. Dans cette hypothèse, le projet sahélien devient un cas d'école, renforçant l'idée qu'une intégration régionale peut émerger sans dépendre des circuits financiers traditionnels. L'effet d'entraînement dépasse alors le cadre initial. Un scénario plus dégradé met en lumière les fragilités persistantes. Des tensions sécuritaires ou politiques peuvent ralentir certains segments, interrompre des flux et réduire la visibilité à court terme. Les zones récemment stabilisées risquent de redevenir volatiles, compliquant l'exploitation continue du réseau. Dans ce contexte, la solidité de la gouvernance financière devient décisive. La banque d'investissement régionale doit empêcher un retour vers des financements conditionnés qui redéfiniraient les priorités. Les retards n'annulent pas le projet, mais ils en réduisent l'impact immédiat et pèsent sur les attentes, notamment chez les jeunes générations pour qui le rail représente un horizon concret. Face à ces trois trajectoires, la recommandation est analytique plutôt que prescriptive. Il s'agit de raisonner en conditions, non en promesses. La vitesse d'exécution importe moins que la robustesse des mécanismes de décision et de financement. Le projet révèle surtout une capacité collective émergente. C'est cette capacité,
plus que chaque jalon qui déterminera la suite. Pour les personnes qui suivent régulièrement l'actualité du Sahel, ce projet agit comme un prisme nouveau. Le récit montre que le chemin de fer n'est pas seulement une infrastructure, mais un repère analytique. Il permet de lire autrement des dynamiques souvent réduites à l'instabilité ou à la dépendance. Observer un corridor conçu pour connecter des territoires entre eux oblige à déplacer le regard, depuis les crises ponctuelles vers les capacités structurelles qui se construisent dans la durée. Pour un public sensible aux enjeux économiques, l'intérêt est plus concret. Le récit met en évidence une mécanique simple. Lorsque les chaînes d'approvisionnement deviennent plus régulières, les marchés locaux gagnent en cohérence. Les producteurs, les commerçants et les petites entreprises mentionnées dans la source illustrent ce basculement. Le spectateur comprend alors que la question centrale n'est pas seulement comment financer une infrastructure, mais comment maîtriser ses usages et ses effets au quotidien. Cette maîtrise devient un indicateur clé de viabilité économique. Pour celles et ceux qui s'intéressent aux dimensions sociales, l'impact sur les jeunes générations occupe une place centrale. Le récit insiste sur les centres de formation, les écoles techniques et les perspectives nouvelles ouvertes par un réseau financé localement. Le projet modifie l'imaginaire collectif. Il suggère que l'avenir ne dépend pas uniquement de décisions prises à l'extérieur, mais peut être façonné par des compétences développées sur place. Cette idée, en soi, transforme la manière dont les trajectoires individuelles sont envisagées. À travers ces trois profils, une conclusion s'impose. L'infrastructure touche d'abord des vies humaines. Elle réorganise des attentes, redéfinit des choix possibles et crée un lien entre décisions politiques et expériences ordinaires. C'est à ce niveau que le spectateur mesure réellement la portée du projet. La première étape consiste à verrouiller durablement l'autonomie financière. La banque d'investissement régionale, créée pour soutenir le corridor ferroviaire, doit consolider sa gouvernance. Cela implique des protocoles d'audit unifiés, des règles de décision partagées et des indicateurs clairs pour mesurer l'avancement des chantiers. L'objectif est simple, garantir que le financement reste aligné sur les priorités internes et qu'aucune pression extérieure ne redéfinisse le calendrier. Ibrahim Traoré insiste régulièrement sur ce point, en présentant le contrôle financier comme la condition première de toute souveraineté logistique. La deuxième étape concerne la stabilisation des zones traversées. Le tracé passe par des espaces agricoles, miniers et industriels stratégiques, parfois fragiles. La feuille de route prévoit un maillage continu, gares secondaires, postes de maintenance, équipes techniques permanentes. Chaque point fixe renforce la présence de l'État et crée un environnement plus prévisible pour les acteurs économiques locaux. La sécurité n'est pas traitée comme un volet séparé, mais comme un effet induit de la continuité territoriale. La troisième étape vise l'ancrage des compétences. Les centres de formation technique mentionnés dans la source doivent être intégrés au projet dès maintenant. Forme des conducteurs, des ingénieurs, des techniciens de maintenance et des planificateurs permet de garder le savoir-faire sur place. Cette transmission garantit que le réseau ne dépendra pas, à terme, d'interventions extérieures pour fonctionner ou évoluer. La quatrième étape porte sur la consolidation des marchés intérieurs. Les flux agricoles, commerciaux et manufacturiers doivent être organisés autour du rail pour réduire les pertes, stabiliser les circuits et augmenter la valeur ajoutée locale. Chaque segment du corridor est relié à des besoins concrets, identifiés avec les acteurs concernés. Cette feuille de route n'est pas théorique, elle décrit une séquence d'actions mesurables. Elle répond aussi à la question ouverte plus tôt. L'autonomie devient durable lorsqu'elle est organisée, financée et transmise. Lorsque l'on revient aux scènes ordinaires évoquées plus tôt, les marchés périphériques, les gares naissantes, les trajets enfin prévisibles, le sens profond du projet apparaît avec plus de netteté. Le rail n'est plus une abstraction stratégique. Il devient un fil conducteur entre des territoires longtemps disjoints et des attentes longtemps différées. Chaque tronçon actif rappelle que la transformation ne se mesure pas seulement en kilomètres, mais en continuité retrouvée. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure isolée, mais comme un relais politique d'une dynamique plus large. Le récit porté par les dirigeants sahéliens amplifie ce que les communautés vivent déjà, la possibilité d'agir sans attendre une validation extérieure. Le pouvoir symbolique du projet tient précisément à cette convergence entre décisions politiques et expériences quotidiennes.
Le rail relie autant des espaces que des horizons. Le motif initial revient alors avec force. Une infrastructure conçue pour connecter plutôt que pour extraire modifie la manière dont un territoire se pense. Elle transforme la dépendance en capacité et l'attente en projection. Une phrase s'impose comme un point d'ancrage. L'autonomie commence là où les usages changent. Ce récit ne se ferme pas sur une certitude, mais sur une invitation. Le projet ferroviaire sahélien n'est ni un modèle exportable clé en main, ni une promesse sans risque. Il constitue un terrain d'observation. Il oblige à reposer des questions souvent esquivées. Qui décide? Qui finance? Qui assume le temps long lorsqu'une région tente de reprendre la maîtrise de ses trajectoires? Dans un espace saturé de contraintes géopolitiques, cette tentative crée un précédent qui mérite d'être discuté plutôt que jugé.